Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie que reçoit Fatimata Mamadou Lamine Sy, secrétaire exécutive de l'Association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant. Bonsoir Fatimata. Bonsoir Bintou Diallo. Je suis très contente de vous retrouver ici aujourd'hui. Merci. Alors, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes chaque 25 novembre. Aujourd'hui également, vous allez il y aura 16 encore jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Quel est l'objectif déjà de tout cela? L'objectif, déjà, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM. L'objectif de ces jours d'activisme, c'est de participer à la lutte contre toutes les formes de violence faites à l'égard des femmes et des filles. Voilà. Et quelles sont les violences qui sont faites à l'égard des femmes et des filles? Bon, les violences, elles sont nombreuses quand même. Voilà. Donc, il faut dire que actuellement, nous notons les mutilations génitales féminines. On peut dire excision. Nous notons également le viol. Nous notons également l'harcèlement. Il y a également les grossesses précoces et non désirées. Il y a énormément de violences exercées à l'encontre des jeunes filles. Et ça, c'est le cas femmes. spécifique du Sénégal? Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir, en termes de chiffres, quels sont aujourd'hui le nombre de femmes ou de jeunes filles mutilées au Sénégal? Si nous prenons par exemple le cas des mutilations génitales féminines, nous comptons par exemple en 2019, il y a 2 millions de jeunes filles qui ont subi les mutilations génitales féminines. 2 millions de jeunes filles. Donc il faut dire que c'est un chiffre alarmant, d'autant plus que depuis 1997, on parle des mutilations génitales féminines. Et la loi est entrée en janvier 99, c'est la loi 05-99, qui dit que toute personne qui exerce les mutilations génitales féminines sera condamnée au Sénégal. Et nous voyons que malgré ces sanctions, les mutilations génitales féminines continuent au Sénégal. Et pratiquement plus de 5 000 ou 8 000 communautés exercent ces mutilations féminines. Et le Sénégal quand même était le premier pays qui avait déclaré vouloir aller vers l'abandon de ces mutilations. Mais à l'heure du bilan, il y en a toujours. Où est-ce que ça bloque? Le problème en est que, je l'ai toujours dit dans les plateaux télévisés un peu partout, que ceux qui parlent de mutilation génitale féminine, en réalité, ce ne sont pas ceux qui doivent en parler. Je pense que ceux qui ont vécu les mutilations génitales féminines sont les mieux concernés pour parler de ces problèmes. Et c'est toujours un tabou. Voilà, c'est un tabou bien évidemment. La sexualité, on n'en parle pas au Sénégal. Par exemple, quand vous prenez la communauté Pulaar, quand vous parlez de sexualité, on vous dit, bon, excusez-moi du terme, je vais le dire en Wolof, en fait. Donc, il faut dire, c'est des choses qui font que les familles, on n'en parle pas. Mais nous qui sommes issus de ces familles excisées, nous avons l'obligation aujourd'hui d'être au devant de la scène pour parler de ces mutilations génitales féminines. Parce que quoi qu'on puisse dire, moi je fais partie de la 7e génération qui devait prendre la relève, mais je me suis dit non, parce que j'ai vu des femmes, j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu mes sœurs, j'ai vu mes cousines qui ont été excisées et qui ont eu des conséquences néfastes. Sur leur santé. Sur leur santé, bien évidemment. Mais, comme on le dit, nous sommes stigmatisés parce que quand tu parles de sexualité, quand tu parles de mutilation, on te dit que ce sont les Toubaks qui sont derrière toi. Il n'y a personne qui est derrière nous. En fait, nous sommes des Sénégalaises et nous avons l'obligation aujourd'hui de dire stop aux mutilations génitales et toutes les formes de violence exercées à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Et pourquoi les communautés quand même qui avaient quand même pris l'engagement d'abandonner l'excision, ces violences sexistes n'ont pas tenu leur engagement? En réalité, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas tenu. Le problème des mutilations génitales féminines, c'est des problèmes purement traditionnels. C'est des choses qui existent depuis nos ancêtres et qui ont été pratiquées par nos parents, par nos grands-pères ainsi et nos grands-mères. Donc si aujourd'hui ce sont des gens qui s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter les mutilations génitales, il faut mettre au devant de la scène des gens qui connaissent déjà c'est quoi les mutilations génitales féminines. Depuis 1997, on en parle.
depuis des années, on en parle. Depuis des années, le ministère de la Femme et de la Famille décline des objectifs pour dire que d'ici 2025, d'ici 2023, et ainsi de suite, nous voulons voir au Sénégal 0 mutilation génitale. Oui. Mais en réalité, les choses ne se font pas parce que ceux qui doivent parler de ces mutilations sont relégués au second plan, en fait. Oui. Autre chose, c'est que les parents continue parce qu'on dit quand tu n'es pas excisé, tu n'es pas pur. Oui. Parce que dans ma communauté, quand tu n'es pas excisé, tu n'as pas le droit de faire à manger. Tu n'as pas le droit de saluer les gens. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là où les personnes excisées s'assoient. Donc ça, c'est des problèmes. Moi, par exemple, qui parle de mutilation génitale féminine, je suis stigmatisée, je suis discriminée dans ma propre communauté et je n'ai pas le droit de me marier dans ma propre communauté parce que j'ai dit non aux mutilations génitales féminines. C'est ça la difficulté. Sauf que ce n'est pas seulement les victimes qui doivent en parler. Il y a beaucoup d'organisations qui tournent autour des violences faites aux femmes. Est-ce que c'est parce que quelque part le plaidoyer n'a pas porté ses fruits? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'organisations de la société civile et aussi des partenaires techniques et financiers qui ont beaucoup fait dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et surtout sur les mutilations génitales féminines. Et ça, nous les en remercions énormément. Quand je dis il faut mettre au devant de la scène les personnes les personnes concernées, c'est juste pour dire à ces personnes-là, vous ne pouvez pas donner votre argent à une personne qui ne connaît absolument rien des mutilations génitales et pour en parler en fait. Être devant, excusez-moi, Madame Diallo, parler des mutilations génitales à Madame Diallo, Madame Diallo qui est excisée et qui connaît les conséquences des mutilations génitales féminines, toi qui viens, qui n'as aucune connaissance de ça, là, tu parles à Binta Diallo et tu expliques à Binta Diallo. Binta Diallo connaît mieux que toi les conséquences qu'elle est en train de subir. Donc tu ne pourras pas rassurer Binta Diallo. Mais quand par exemple tu es devant Fatima... Est-ce que cela veut dire que c'est un combat qui est perdu d'avance alors? Non, je ne dirais pas que c'est un combat perdu d'avance. Depuis qu'on en parle, les communautés continuent à exercer les mutilations. Oui, et maintenant l'excision se fait au berceau. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas un combat perdu d'avance. Je dis que toutes les femmes du Sénégal, et surtout les jeunes filles, doivent se mettre debout pour barrer la route à ces pratiques, pour dire non à ces pratiques. Parce que pour moi, le mariage n'est pas juste un fait en soi. Parce que quand tu n'es pas d'accord, quand tu dis non, on te dit tu ne fais plus partie de la communauté, cela ne doit pas t'empêcher de dire que les mutilations génitales féminines ont des conséquences. On veut le dire quand même pour constituer pratiquement un drame, entre guillemets, dans un pays aussi conservateur que le Sénégal. Vous savez que nous avons nos barrières culturelles et ce n'est pas souvent difficile et évident de les franchir. Mais bien évidemment, nous sommes au Sénégal. Nous avons nos coutumes, nos traditions et notre religion. Mais moi je dis, les religieux ont leur part à jouer dans cette histoire-là. Parce que quand moi j'ai commencé le combat en 2011, en réalité, la première personne que j'ai approchée, ce sont les leaders religieux en fait. J'ai discuté avec eux pour comprendre la position de l'islam dans tout cela. Parce que quand tu parles de quelque chose, il faut avoir quand même les connaissances de base. Donc, ils m'ont expliqué pour dire qu'il n'y a nulle part où on a parlé qu'il faut mutiler les femmes. Nulle part. C'est une tradition, une vieille tradition qui a toujours existé et qui continue, culturelle, qui continue à être exercée par nos parents. Maintenant, je dis, si aujourd'hui, nous, notre référence, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça notre référence, sa fille, Fatimata Bintou, n'a pas été excisée. Si aujourd'hui, l'excision devait être faite et devait être exercée sur toutes les femmes, je pense que les femmes qui datent de longtemps devaient venir exciser, leurs parents devaient les exciser pour donner l'exemple. Mais maintenant, si aujourd'hui les religieux refusent d'en parler, c'est parce qu'il y a une forte concentration, une forte pression de nos communautés qui dit qu'il faut continuer, à exciser nos filles. Et moi je dis qu'il est grand temps d'arrêter cette pratique. Oui, arrêter c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez mettre sur la main, entre leurs mains? Quand même, on les avait promis à ces femmes qui exerçaient ces mutilations génitales des accompagnements, mais à l'heure du bilan, peut-être qu'elles n'ont rien reçu. Voilà ce qui explique la reprise quand même
de ces mutilations. En réalité, l'accompagnement a été fait plus tôt. Je pense que le ministère de la Femme, c'est le lieu de les féliciter, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites à l'endroit des femmes exciseuses. Comme quoi? Comme quoi, les accompagner sur le plan financier, à avoir des activités génératrices de revenus. Maintenant, moi, je dis, ça, c'est pas uniquement suffisant. Autonomiser ces femmes en créant des activités génératrices de revenus, ok. Mais moi, je dis, il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire? Il faut aller au-delà de cela en créant des conditions pour permettre à ces femmes de s'épanouir sans pour autant retourner dans ces pratiques. Absolument. Quoi qu'on puisse dire, la pratique, elle continue au Sénégal et elle continue dans les milieux les plus concentrés. Des fois, on disait que ça ne se faisait pas à Dakar. Maintenant, ça se fait à Dakar. Là où j'habite, à Guédiawaye, à Médina Gounass, la pratique, ça se fait à Ndiarème Limamoulaye. La pratique continue parce que c'est une forte concentration de l'ethnie pulaar. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que il faut créer des activités génératrices de revenus, mais il faut aller dans le sens de l'autonomisation de ces femmes de manière globale. C'est pas uniquement donner de l'argent, mais créer des conditions qui vont leur permettre. Et leur expliquer que les effets néfastes, ainsi de suite. Continuer à expliquer parce que ce n'est pas, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui a duré quand même, parce que depuis 97 on en parle, et depuis 99 la loi est là, et cette pratique continue. Moi je pense qu'il faut avoir l'audace. Il faut avoir l'audace, et il faut que nos textes aussi, que ça soit traduit dans nos langues nationales. Parce qu'en réalité, les personnes qui font ces pratiques-là, d'habitude, ils ne sont pas allés à l'école. Donc il faut traduire les sanctions en langue pulaar, sérère, diola, ainsi de suite, pour leur permettre pour leur mettre la pression, pour leur dire que quand vous faites ceci, voilà les sanctions que vous encourez. Voilà. Et pour moi, si on le fait, on va réussir quand même le pari. Autre chose, il ne faut pas oublier quand même que nos juges, ils appartiennent à des communautés. Et ça aussi, c'est un problème. Depuis 99, depuis que la loi existe, il n'y a que 8 cas 8 cas qui ont été réglés. Et dans ces 8 cas, les 6, c'était sous mode de sursis. Et moi, j'ai dit... Mais sauf que les juges ne peuvent pas s'autosaisir. Il faut qu'il y ait plainte. Il faut que les organisations qui tournent autour aussi puissent prendre la chose à bras le corps, davantage intégrer les communautés et rester en justice si c'est la seule possibilité. Ça se fait parce que les organisations de la société civile, ils descendent sur le terrain, ils sont en partenariat avec les associations de jeunes, les associations de femmes, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est les familles qui n'ont pas le culte de la dénonciation. Le culte de la dénonciation manque au Sénégal, et je pense qu'il est grand temps... Ce sont des barrières dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut que les gens aient ce courage-là de dire non et d'aller vers les institutions pour dénoncer. Pour dire que voilà, il y a quelqu'un qui a excisé ma fille, ou il y a quelqu'un qui a fait ceci, pour permettre à la justice vraiment de faire son travail. Ça, ce n'est pas pour demain certainement, parce que quand on vous voit venir, les gens disent voilà, ce sont des femmes, ce sont les femmes trop émancipées, des mentalités importées, tout ça, c'est le combat n'est pas trop facile. C'est un combat très difficile, et nous le vivons tous les jours, parce qu'on nous taxe tout le temps que nous sommes des toubabs en fait. Nous ne sommes pas des toubabs, nous sommes des Sénégalaises, et nous aimons notre Sénégal, nous aimons notre communauté, et quoi qu'on puisse dire quand même, nous avons le droit et l'obligation de défendre nos enfants, parce que moi je dis, mes parents m'ont sauvé, j'ai le droit aussi de sauver mes enfants moi aussi. Donc pour cela, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour éliminer ces violences-là au Sénégal. Il n'y a pas uniquement que l'excision, il n'y a pas uniquement l'excision. Il y a l'abandon scolaire, il y a le mariage précoce, il y a tout ça, Voilà, il y a les grossesses précoces, ainsi de suite. Il y a l'inceste. Il y a le viol, il y a l'inceste, il y a beaucoup de choses. Donc, et ça continue, il y a les féminicides, ces temps-ci, vous avez vu, ça se multiplie, on dirait que rien n'a été fait jusque-là. Oui, les féministes... Les gens ne comprennent pas qu'il y a des lois pour dissuader, non? Oui, ils ne comprennent pas en fait. Et, bon, comme vous le dites, on nous taxe de féministes, on nous taxe des gens qui n'ont pas de valeur en fait, mais nous les rassurons. Nous rassurons le peuple sénégalais, surtout les religieux, que nous sommes bien des Sénégalaises.
et nous aimons notre pays, mais nous aimons aussi notre communauté. Si aujourd'hui les Toubabs venaient pour dire il faut arrêter ceci et que en regardant cela qu'on cherche que ça c'est bon pour notre communauté, on va se battre pour que ça continue. Mais nous avons constaté que ce soit les mutilations génitales féminines, que ce soit le viol, que ce soit autre chose, ça va à l'encontre des droits de la femme et ça va aussi à l'encontre des droits des enfants. Oui, justement, pour aller même au-delà des plaidoyers, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer tout cela dans les curricula, les enseigner peut-être à l'école? Bon, bien sûr. Pour que nul n'en ignore. Bien sûr, il faut, je pense que les organisations ils sont en train de penser par rapport à cela, d'inscrire des curricula, permettre vraiment aux autorités de prendre, de prendre les responsabilités, vraiment pour donner la chance aux jeunes de pouvoir connaître très tôt c'est quoi la sexualité, parce que si on ne discute pas de la sexualité, les gens ne pourront pas prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'il est grand temps quand même qu'on laisse les barrières, parce qu'il y a le phénomène des réseaux sociaux, tout se sait maintenant. Voilà, les gens, les choses ne se cachent plus. Voilà, quand tu veux savoir quelque chose, tu as Tata Google, tu vas là-bas, tu cherches et tu as les informations. Donc il faut que les parents prennent leurs responsabilités, mais aussi que l'État prenne ses responsabilités en mettant vraiment la pression, en disant qu'il faut arrêter ces pratiques, parce que ce sont des pratiques qui sont néfastes à l'encontre des femmes et des filles. Et qu'est-ce que l'association que vous dirigez a fait en ce sens depuis sa création? Depuis les problèmes que vous avez eu à rencontrer, est-ce que vous avez justement les moyens de votre mission? Bon, pour dire, nous avons eu beaucoup de problèmes quand même. Quel genre de problèmes? La création de l'association a été créée en 1997, reconnue juridiquement en 2002. Depuis 1997? Voilà. La femme initiatrice de cette association, elle est victime des mutilations génitales féminines. Voilà. Elle est victime aussi du mariage d'enfants. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a créé l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant, dont j'ai hérité en 2019 pour continuer le travail en tant que secrétaire exécutif. Mais je me dis, nous avons une lourde mission en fait. Voilà, les moyens manquent parce que certes nous avons des bailleurs qui nous soutiennent. Voilà, nous avons Amref Health Africa qui nous soutient dans le cadre de la lutte contre les pratiques néfastes. Nous avons aussi Speak Up Africa qui nous soutient dans cette lutte. Mais ça ne suffit pas en fait, parce que pour parler de ces thématique, il faut aller à l'intérieur du pays, il faut aller au plus profond du Sénégal. Vous ne le faites pas. Voilà, nous ne pouvons pas le faire parce que actuellement nos moyens sont limités. Nous sommes dans le département de Dakar et plus précisément à Guédiawaye. Nous sommes en train d'élargir nos antennes un peu partout au niveau de la région de Dakar et nous voulons aller au niveau du Fouta, dans le département de Podor, région dans laquelle je suis issue, parce que je suis de Podor. Voilà, nous comptons aller à Podor. Mais est-ce que si les organisations, toutes les organisations qui tournent autour des violences faites aux femmes arrivaient à se fédérer, à se retrouver autour de l'essentiel, est-ce que le combat ne serait pas beaucoup plus important? Oui, c'est le vœu, c'est notre vœu. Est-ce que vous essayez de vous retrouver et de voir comment porter le combat ensemble? Oui, c'est notre vœu en fait. Bon, c'est pas facile quand même, parce que chacun de nous a ses objectifs. Mais quoi qu'on puisse dire, nous avons un seul point commun, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et pour cela, je pense que les organisations de la société civile... C'est la raison pour laquelle vous devez justement vous organiser. Oui, nous sommes en train de penser vraiment à créer des consortiums. Et même Amref Health Africa, dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, nous avons créé un consortium qui réunit toutes les organisations de la société civile, que ce soit de la région de Dakar et un peu partout des autres régions du Sénégal, qui sont réunies autour d'un consortium pour parler de ces pratiques-là, un peu partout. Voilà. Mais c'est un vœu, et nous pensons vraiment qu'il est grand temps que nos institutions, même les institutions de la République, comme le ministère de la Femme, qu'il aille dans le sens de réunir tous les acteurs de la société civile, qui se réunissent autour de l'essentiel, et qu'on parle le même langage, et qu'on mette quand même les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne mette pas des personnes qui ne savent absolument rien de ces violences-là. Voilà, il ne faut pas prendre une personne beaucoup pensent que ces organisations sont beaucoup
trop élitiste. Vous vous rencontrez souvent dans des salons feutrés, l'instant d'un séminaire avec les bailleurs de fonds. Vous récoltez de l'argent sur le dos, malheureusement, des victimes. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Qui ne voient rien du tout? Non, on ne voit absolument rien du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons créé notre association depuis 1997. On a reconnu notre association depuis 2002. Nous travaillons sur les mutilations génitales féminines. C'est en 2021 que nous avons eu des partenaires qui sont venus pour nous soutenir. C'est pour dire que nous avons fait tellement de trajets et nous sommes descendus sur le terrain sans aucun rond pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous ne sommes pas restés ici à Dakar pour en parler. Nous sommes allés jusque dans les régions les plus reculées du Sénégal pour en parler. Donc c'est pour dire, c'est pour rassurer les Sénégalais ceux qui le pensent. Voilà, et ceux qui le pensent, que nous ne sommes pas là vraiment pour capter des fonds et être dans des salons pour parler uniquement de ces Votre dernier mot, Fatimata? Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est vous remercier déjà par rapport à l'invitation, mais aussi faire un appel. Faire un appel allant dans le sens qu'il faut vraiment arrêter de violenter les femmes et les filles. Il faut arrêter cette pratique au berceau. Parce que quand on nous dit l'excision se pratique au berceau, cela nous fait très peur. Parce que quand il faut prendre juste les ongles pour exciser les filles, cela veut dire que c'est très grave. Absolument. Autre chose, c'est dire à l'État du Sénégal de soutenir les organisations de la société civile qui sont un peu partout dans le Sénégal et qui sont dans cette lutte. Vraiment à les soutenir parce que c'est un combat noble, c'est un combat collectif très difficile, un combat collectif et qui nous interpelle nous tous en tant que des parents et des futurs parents. Et vraiment nous aimerions avoir tous les bailleurs de fonds qui vont nous soutenir vraiment à lutter. Parce que d'ici 2030 qu'on ne parle plus de mutilation génitale, qu'on ne parle plus d'autres formes de violence à l'encontre des filles et des femmes. Et que les femmes et les filles qu'elles soient conscientes qu'elles soient conscientes et qu'elles prennent leurs responsabilités. Parce qu'il est grand temps qu'on prenne notre responsabilité. Absolument. Fatimata Mamadou Lamine Sy, secrétaire exécutive de l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant. Merci d'avoir suivi.